Les faits sont là. C'est en voyant Bénur enfant que j'ai entendu pour la première fois la musique du grand Miklos Rocha, et notamment cette marche triomphale et martiale tellement typique. Mais ce qui m'avait marqué encore davantage dans Bénur, c'était cette séquence de rameur avec cette musique de Rocha, rythmée par ces coups de marteau métronomiques qui faisaient très mal. Après, il y a eu d'autres péplums comme Sodome et Gomorre de Robert Aldrich et Sergio Leone, avec cette séquence particulièrement cuivrée sous les yeux de l'impérial Anouk Aimée, souverainement indifférente à la douleur des esclaves. Dans Le Roi des Rois de Nicolas Rey, Rocha avait habillé de cœur céleste l'arrivée des rois mages et c'était du plus bel effet. En fait, Miklos Rocha avait débuté dans le péplum au début des années 50 avec Covadis de Mervyn LeRoy et cette séquence de danse verte et rouge mise en musique par un Rocha très alerte. Same faces, same noses, all green. Le genre de séquence que j'avais plaisir à retrouver dans Le Roi des Rois par exemple, en version plus orientalisante. Ou encore dans Sodome et Gomorre, toujours sous les yeux d'Anouk Aimée, mais aussi de Stewart Granger et Stanley Baker. Et puis bien sûr, Rocha s'en était donné à cœur joie dans cette chorégraphie bondissante de Bénur, sa partition la plus célèbre pour laquelle il avait remporté un Oscar incontestable. À Hollywood, dans les années 50 et au début des années 60, Miklos Rocha était bien le spécialiste attitré du film d'aventure. La preuve avec le monumental Le Cid d'Anthony Mann, dans lequel j'aimais particulièrement cette impressionnante séquence où le compositeur d'origine hongroise s'en était donné à cœur joie. Plus tôt, au début des années 50, Rocha avait réjoui mes jeunes années avec Ivanhoe de Richard Thorpe, comme dans cette séquence spectaculaire de duel à mort sous les yeux de John Fontaine. Mais dans Ivanhoe, je préférais encore cette scène consolatrice où la jeune Elizabeth Taylor caresse le front de son homonyme Robert Taylor, au son d'une mélodie élégiaque comme Rocha en avait le secret. Sinon, du même Richard Thorpe, il y avait aussi Les Chevaliers de la Table Ronde, toujours avec Robert Taylor et toujours avec Rocha à la baguette, même dans un décor de carton-pâte, ça avait de la gueule. Toujours pour Thorpe, Rocha avait également signé la partition de La Perle Noire où il accompagnait superbement l'ambivalence d'Anne Blyth envers les deux frères ennemis, Stewart Granger et Robert Taylor, toujours lui. Mais le vrai choc pour moi, ça avait été Les Contrebandiers de Moonfleet de Fritz Lang avec cette ouverture horrifique, scandée par l'inquiétante musique de Rocha. Mais mon thème préféré de Moonfleet, c'était celui-ci, porteur d'un sombre lyrisme, et pour l'enfant que j'étais, littéralement inoubliable.
Tout ça me rappelle que Rocha avait, au début des années 40, alors qu'il était encore un jeune compositeur, déjà œuvré pour d'autres aventures, comme celle du Livre de la jungle de Zoltan Korda et ses couleurs irréelles, mais aussi, toujours dans un registre animalier, pour Le voleur de Bagdad de Michael Powell. Rocha était déjà grand. Dans Le voleur de Bagdad, j'avais un faible pour cette séquence avec une sorte de Shiva très fier. Ce qui m'avait rappelé, plus de 30 ans plus tard, au milieu des années 70, cette séquence assez réjouissante du voyage fantastique de Simbad de Gordon Hessler, où le même Rocha assurait la continuité. Pour en revenir à la fin des années 30, je n'oublie pas Les 4 plumes blanches, déjà enluminées par Rocha. Et même encore, dans une autre ambiance, Le Chevalier sans armure, film anglais de Jacques Feder, dans lequel Miklos Rocha, après un passage par Paris, faisait ses débuts au cinéma. C'était en 1937. Six ans plus tard, en 1943, Rocha était déjà à Hollywood auprès d'un cinéaste venu lui aussi d'Europe, Billy Wilder. C'était dans Les 5 secrets du désert et Rocha amorçait ainsi sa carrière dans le film noir. Un an plus tard, les deux hommes allaient atteindre un premier sommet dans Double Indemnity, Assurance sur la mort en français, où les sombres climats de Rocha étaient indispensables à Wilder et Barbara Stanwyck. Juste après, pour compléter la trilogie, Wilder et Rocha avaient remis ça dans The Lost Weekend, en français Le Poison, dans lequel le compositeur utilisait à merveille le thérémine, instrument électronique dont la sonorité étrange signifiait à merveille l'obsession alcoolique de Remy Land. Juste avant, Rocha avait déjà utilisé le thérémine dans Spellbound, autrement dit La maison du Dr Edwards d'Alfred Hitchcock, cette fois-là pour signifier une autre obsession mentale, celle des lignes parallèles pour un Gregory Peck un peu troublé. Rocha en avait profité pour glaner son premier Oscar. Dès lors, le compositeur allait devenir le spécialiste du gothique musical, comme dans Red House de Delmer Daves, j'adore. Encore mieux avec Fritz Lang, dans Espion sur la Tamise, et cette scène médiumnique avec l'indispensable présence de Rocha. Tout comme dans Le secret derrière la porte du même Fritz Lang, dans lequel Rocha frappait encore plus fort avec cette séquence visuellement et musicalement particulièrement expressive. Rocha et le noir et blanc, c'était toute une histoire dans laquelle j'avais grand plaisir à me replonger.
Dans Les Tueurs, par exemple, de Robert Siodmak et ses sublimes motifs rythmiques. Toujours dans Siodmak, Criss Cross, c'est-à-dire en français Pour toi j'ai tué, était aussi impressionnant. Dans ce genre-là, Rocha était vraiment le meilleur. Et dans l'explosion finale des Démons de la Liberté de Jules Dassin, toujours avec Burt Lancaster, le compositeur excellait tout autant. Toujours de Jules Dassin, Miklos Rocha avait également rythmé cette course-poursuite en plein air dans la Cité sans voile qui montrait un New York filmé en extérieur. Mais un de mes thèmes préférés de Miklos Rocha, c'était celui totalement fatal qu'on entend au début d'Asphalt Jungle, quand la ville dort de John Huston, un monument de gothique urbain qui retentissait comme une fatalité dans un Los Angeles totalement désert, un sommet. Ça m'avait rappelé un vieux souvenir que j'avais découvert tard le soir au cinéma de minuit, un New York post-apocalyptique dans le monde, la chair et le diable de Ronald McDougall, splendidement dévoilé par la musique de Rocha. Quant au Berlin désert et dévasté du déchirant Le temps d'aimer et le temps de mourir de Douglas Sirk, je ne l'imaginais pas sans la dramatisation musicale de Rocha. Après ça, j'avais envie d'ambiance plus lumineuse, et là, les couleurs de la vie passionnée de Vincent Van Gogh de Vincente Minnelli, sublimées par le lyrisme du grand Miklos Rocha, étaient imparables. Mais chez Minnelli, j'étais fou de cette valse envoûtante dans Madame Bovary, quand Jennifer Jones danse jusqu'au vertige avec Louis Jourdan, au point qu'il faille casser les vitres de la salle de danse. Un délire dont je ne me suis jamais remis. The lady is going to faint. Break the windows. Une autre splendeur que je n'ai pas oubliée, c'est la vie privée de Sherlock Holmes, qui marquait à la fin des années 60 le retour inattendu de Miklos Rocha chez Billy Wilder. Sa partition, inspirée par son concerto pour violon, était éblouissante. Surtout dans cet Auf Wiedersehen au parapluie, subtil et profondément émouvant, tout simplement une de mes séquences préférées de toute l'histoire du cinéma, avec ce thème au violon d'une mélancolie absolue. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. The nerve. Rocha et Wilder s'étaient retrouvés une dernière fois dans le très mésestimé Fedora, dont le thème, à la fois élégiaque et inquiétant, m'était allé droit au cœur. C'était le temps des derniers feux de Miklos Rocha, tout particulièrement dans Providence d'Alain Resnais, dont la partition était une splendeur sombre, avec ce thème qui me donne instantanément la chair de poule. I think this time
for just one more. Dans cette fin de carrière absolument splendide, Rocha n'avait rien perdu de sa magie, celle du plus grand romantisme dans L'arme à l'œil de Richard Marquand, au tout début des années 80. Ou encore dans Meurtre en cascade de Jonathan Demme. Et même dans un registre plus remuant dans le très réjouissant C'était demain de Nicolas Meyer. Ça y est, c'était la fin, mais j'avais gardé en réserve l'étonnant La guerre du cerveau, et son sabalhomme très hongrois, retour aux sources pour Miklos, est très attrayant. Un film réalisé par Byron Askin, qui était pour Rocha l'occasion d'un véritable feu d'artifice après lequel je n'avais plus qu'à tirer ma révérence, le cœur rempli par tout ce que Miklos avait fait pour le cinéma. You're falling, Tanner. You can't hold on. You're falling. You're falling. You're falling. You're falling. Give it up. Give it up, Tanner. Give it up. Give it up. Give it up. Give it up.